J'ai donné la lourde charge à Robert Bertram de pouvoir nous faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, en tout cas les idées les plus saillantes. Donc je vais lui laisser immédiatement la parole pour cette synthèse. Bonjour. Donc, je suis donc chargé de cette synthèse qui a été présentée par Jean-Michel Stolz, vice-président de l'autorité locale de la concurrence. Le transfert de compétences au profit de la Nouvelle-Calédonie en matière de concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique, en matière de réglementation des prix et organisation des marchés, trouve sa justification dans la loi organique de 1999, c'est-à-dire l'accord de politique de l'accord de Nouméa en 1998. Cette nouvelle approche pour la création d'un droit de la concurrence spécifique à la Nouvelle-Calédonie tient beaucoup à sa co-construction, comme l'a souligné Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'État. Localement, les responsables politiques, économiques et sociaux s'investissent contre la vie chère. Philippe Gomez, alors président du gouvernement, dénonce la vie chère dans sa déclaration de politique générale devant le Congrès en 2009. Une véritable prise de conscience s'opère auprès des décideurs politiques qui votent la première loi antitrust. Celle-ci permet un contrôle des concentrations avec un seuil abaissé par rapport à la métropole. Selon le vice-président du Conseil d'État, l'abaissement du seuil résulte précisément de la volonté du législateur calédonien de tenir compte de l'étroitesse du marché local et du fait qu'il est déjà très concentré, même une opération minime est ainsi susceptible d'y réduire significativement la concurrence. Cette loi permet aussi un contrôle des exploitations des surfaces commerciales et une injonction structurelle pour résorber les situations soulevant des préoccupations de concurrence. Cette loi ne sera mise en œuvre que pour la première fois qu'en 2016. De son côté, le président actuel du gouvernement, Philippe Germain, après avoir brossé finement la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il ne gère pleinement ce dossier qu'à partir de 2015, il souligne que plusieurs textes majeurs ont été votés pour avoir un droit de la concurrence complet, innovant et coercitif. C'est ainsi qu'avec 3 lois du pays, le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie est enrichi, apportant des changements radicaux qui devraient modifier les comportements. Il ressort de son analyse que la mise en place d'un droit de la concurrence doit reposer sur une construction juridique ternaire, 2 approches répressives avec l'interdiction des ententes et des abus de position dominante, ce qui correspond à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, et une approche préventive, le contrôle des concentrations. Objectivement, cette approche juridique se caractérise par une forte action contre les pratiques anticoncurrentielles, reprenant les interdictions des ententes, des abus, des positions dominantes et de dépendance économique. Le contrôle des concentrations n'est pas absent, il est même renforcé. Toute cette analyse économique aboutit à la nécessité de créer une autorité de la concurrence pour assurer l'indépendance économique de la Nouvelle-Calédonie. Le vice-président du Conseil d'État précisait qu'avant de pouvoir installer une telle autorité indépendante, qui n'aurait qu'un rôle consultatif, le Conseil d'État préconisait déjà dès 2009, de modifier la loi organique. Ce fut fait par une loi organique de 2013 permettant à la Nouvelle-Calédonie de créer une loi du pays de 2014, l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. De nouveaux textes furent nécessaires pour peaufiner cette installation. Chaque force vive du territoire s'implique réellement et formule suggestions et recommandations pour aboutir à un droit de la concurrence et à la mise en place d'une autorité indépendante locale. Il faut souligner qu'entre cette démarche législative sur cette fameuse loi antitrust initiée dès le 7 février 2013 et la création d'une autorité locale indépendante chargée de la concurrence, une longue marche s'enclenche pour obtenir ce résultat. Premier constat que formule le président du gouvernement de l'époque, M. Philippe Gomez, c'est le manque cruel de concurrence sur le territoire qui explique un coût de la vie exceptionnellement élevé, alors que les études tant nationales que locales ne manquent pas. L'intéressé étaye ses propos par des exemples de parts de marché conséquentes détenues par quelques acteurs économiques, et il estime qu'il est nécessaire d'obtenir une analyse plus pertinente pour asseoir un droit de la concurrence. Il reprend les recommandations initiales de l'autorité nationale de la concurrence nécessaires pour disposer d'un texte équilibré, anticiper les atteintes de fonctionnement du marché,
renforcer le contrôle du fonctionnement du marché, créer une autorité locale indépendante et décisionnelle et simplifier la procédure d'autorisation administrative pour les nouvelles surfaces commerciales en province sud. Le député conclut en précisant qu'avec les réformes fiscales, la Nouvelle-Calédonie dispose de tous les outils pour favoriser l'émergence d'une économie plus concurrentielle au bénéfice à la fois des consommateurs et des entreprises du pays. On est, selon une synthèse de ses propos, à l'aube d'une économie de marché démocratique. Pour la défense des entreprises, Jennifer Sigaud, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, fait une analyse détaillée de la loi antitrust, tant par son accueil auprès des acteurs économiques que par la perception de sa mise en œuvre par l'autorité de la concurrence à la place des services du gouvernement. Quant à l'autorité elle-même, la présidente de cette chambre consulaire détaille l'impact de ces différentes missions sur le développement économique des entreprises. Les acteurs économiques, après une première phase d'attente, reconnaissent à cette autorité la haute technicité de ses avis et recommandations. Chaque secteur économique est bien ciblé car les attentes et les problèmes sont différenciés. Enfin, cette Chambre émet pour le secteur du commerce, de l'industrie ou les organisations patronales des vœux pour les années à venir. Pour la défense des salariés et des consommateurs, le droit de la concurrence ainsi qu'une autorité chargée de l'appliquer sont, quoi qu'on en dise, des outils pertinents pour la défense des consommateurs. Appliquer une politique anticoncurrentielle, c'est garantir une émulation saine entre les entreprises de façon à produire une stimulation entre celles-ci pour une meilleure productivité, pour élargir l'offre aux consommateurs et, in fine, tout en améliorant la qualité des biens et des services, assurer des prix bas, des prix justes. Pour Françoise Kerjouan, vice-présidente de l'association Que Choisir, assurer la défense des consommateurs, c'est avoir une vision claire de l'application de la loi, avec notamment des textes calédoniens consolidés, ce pour engager des actions dans tous les domaines touchant à la vie des citoyens. Avoir une action au bénéfice des consommateurs, c'est d'abord agir pour que le droit de la concurrence s'applique et aussi et surtout que le préjudice subi soit réparé à sa juste valeur. À cet égard, la vice-présidente de l'association Que Choisir considère que la protection des consommateurs passe non seulement par un renforcement des actions à entreprendre pour rester en justice, mais aussi par des suggestions auprès des responsables politiques pour aboutir à une meilleure protection des consommateurs. Pour Tony Dupré, le responsable de la Confédération générale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, la COGETRA, l'action intersyndicale a été bénéfique sur le plan de la prise en compte de la cherté de la vie calédonienne. Une situation qui sévit depuis plusieurs années et qu'il convient de contrecarrer par un droit de la concurrence efficace et surtout la mise en place d'une autorité indépendante de la concurrence. Les grandes manifestations contre la vie chère ont débouché sur la création d'une commission spéciale vie chère au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour notamment réfléchir à la modernisation de l'économie, l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs et le contrôle des prix ainsi que sa transparence. L'action de l'intersyndicale, outre son engagement pour la création d'une autorité de la concurrence, a aussi été déterminante pour la mise en place de la loi antitrust. Conscient que cette autorité de la concurrence est encore jeune, seulement 1 an d'existence, ce responsable considère que l'action syndicale est indispensable pour que l'ancrage définitif de cette autorité indépendante soit, pour la défense des salariés, solide et définitive. Le travail avec les responsables politiques est aussi une nécessité indispensable. Même avec une approche décentrée par rapport à la Nouvelle-Calédonie, les problématiques ultramarines sont identiques. Pour Isabelle de Silvas, présidente de l'Autorité nationale de la concurrence, celle-ci accorde une importance particulière à la protection de la concurrence outre-mer. Après avoir instauré des seuils spécifiques à l'outre-mer pour les opérations de concentration dès 2003, pour les surfaces alimentaires, la loi de 2012 relative à la régulation économique outre-mer met en place un véritable droit de la concurrence spécifique à l'outre-mer. La présidente énumère la très forte implication de l'autorité parisienne dans l'outre-mer avec une pratique décisionnelle et consultative importante. 26 décisions de pratique anticoncurrentielle, 26 décisions en contrôle des concentrations et 8 avis. Cette énumération permet de bien souligner que l'outre-mer demeure une priorité pour l'autorité de la concurrence. Les dossiers en cours touchent principalement sur le fonctionnement de la concurrence en matière d'importation
et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer. La présidente de l'autorité de la concurrence attire l'attention sur le fait que l'observation des niveaux des prix dans ces territoires montre des écarts persistants avec ceux pratiqués en métropole, au détriment du pouvoir d'achat des ménages, de la compétitivité des entreprises et de la croissance dans les territoires ultramarins. La concurrence dans le contexte ultramarin ne justifie pas en soi un relâchement des règles, mais une adaptation des outils et des solutions distinctes, car elle relève de spécificités géographiques et économiques particulières. Le pragmatisme l'emporte et il relève d'enseignements apportés par des années d'expérience de régulation de la concurrence en Outre-mer. Par exemple, la présidente avance des exemples ayant permis de maximiser les interventions de l'autorité de la concurrence, comme l'abaissement du seuil de notification ou l'introduction d'un pouvoir d'injonction structurel dans le commerce de détail. Concernant l'autorité de la concurrence en Polynésie française, c'est la première autorité administrative indépendante dans le Pacifique Sud. Pour son président, Jacques Méreau, cette création a suscité beaucoup d'attentes et d'espoir dans l'avènement d'une orientation pro-concurrentielle de la politique annoncée par les autorités publiques. En Polynésie française, le droit à la concurrence est en vigueur depuis 2015 et l'autorité polynésienne de la concurrence véritablement en fonction que depuis 2016. Pendant cette période d'activité, cette autorité a surtout rendu des décisions de concentration et d'ouverture de surfaces commerciales ainsi que des avis. Le président souligne que cette autorité indépendante est maintenant bien perçue dans le paysage économique et institutionnel polynésien et que son utilité n'est plus à démontrer et qu'elle n'est pas contestée. Cependant, il tempère ses propos en précisant que l'autorité dont il a la charge n'atteindra ses objectifs qu'avec moins d'économies administrées. Pour une meilleure politique de la concurrence, l'économie polynésienne doit être libérée du fardeau d'une réglementation trop prégnante. Le souci de cette orientation dépend de la bonne collaboration du gouvernement et de l'autorité dans l'exercice de sa mission consultative. Pour en revenir à la Nouvelle-Calédonie, l'autorité de la concurrence est officiellement installée le 26 février 2018. Elle n'est pleinement opérationnelle que le 2 mars, après l'adoption de son règlement intérieur très détaillé et de sa charte déontologique. Pour sa présidente, Aurélie Zoud-Lebert, c'est un baptême puisqu'il s'agit, après 8 années de gestation, de la première autorité administrative indépendante de la Nouvelle-Calédonie. Selon les indications du vice-président du Conseil d'État, cette autorité administrative indépendante bénéficie de spécificités consacrées par le Conseil constitutionnel qui a notamment admis que l'objectif de préservation de l'ordre public et économique en Nouvelle-Calédonie justifiait certaines entorses à la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire qu'il consacre un droit de la concurrence plus strict en Nouvelle-Calédonie et une appréhension assez lâche de la liberté d'entreprendre dans ce territoire. Quant au Conseil d'État, il fait vivre cet équilibre au travers du contrôle qu'il exerce sur les lois du pays depuis l'adoption de la loi organique de 1999, c'est-à-dire qu'il s'est toujours montré très attentif à ce que l'équilibre atteint corresponde aux réalités économiques, politiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, après avoir présenté cette instance indépendante ainsi que son fonctionnement, la présidente estime qu'après avoir rendu 30 décisions, avis et réglementations en 2018, cette autorité administrative indépendante est désormais bien identifiée par les administrations, les fédérations et organisations professionnelles, les chambres consulaires et les représentants des consommateurs et des salariés. Tel est au moins le cas de la part des entreprises elles-mêmes. Après 23 saisines, l'année 2018 a été pour l'autorité calédonienne une année principalement marquée par une activité consultative et pédagogique intense, représentant près des 3/4 du temps de travail. Cette temporalité non contentieuse a permis à l'autorité de la concurrence de se familiariser avec le fonctionnement de l'économie calédonienne et surtout de rappeler à titre préventif, d'une façon pédagogique, les règles du droit de la concurrence aux acteurs économiques. L'autorité calédonienne, par ses avis rendus en un mois, délai beaucoup trop court selon sa présidente, dévoile sa méthode d'analyse pour éclairer les décideurs politiques des conséquences sur le fonctionnement concurrentiel des marchés des réglementations envisagées.
Rappelant qu'elle ne dispose que d'un pouvoir consultatif, situation parfaitement normale face à la légitimité démocratique, la présidente dresse le bilan des 120 propositions formulées sur le plan quantitatif et qualitatif. Pour 2019, la présidente de l'Autorité de la concurrence affiche une volonté d'orienter prioritairement l'activité sur sa mission répressive, de disposer d'un cadre juridique rénové, de privilégier la dématérialisation des procédures et, pour finir, la coopération internationale. Enfin, pour conclure, sur toutes ces interventions, au-delà d'une présentation générale que tout le monde connaît, le rôle de l'avocat s'avère en réalité complexe. Il est à la fois le premier juge d'un différend, le conseiller du justiciable, mandataire, défenseur, conciliateur, négociateur et plaideur. Pour les deux représentants du barreau de Nouméa, maître Olivier Mazzoli, bâtonnier, et maître Laure Chatin, vice-bâtonnière, le droit à l'assistance d'un avocat est un principe fondamental relevant du droit constitutionnel. Dans le cadre du droit de la concurrence, le rôle de l'avocat est de faire respecter la concurrence et de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, mais son intervention n'est effective que dans la phase d'instruction. Maintenant, au niveau des entreprises, l'assistance de l'avocat est étendue puisque les visites des agents des services d'instruction de l'autorité de la concurrence, autorisés par le juge des libertés et de la détention, s'accompagnent toujours du droit pour l'occupant des lieux de se faire assister d'un conseil de son choix et du droit d'être informé de cette possibilité. Pour ce droit particulier, l'avocat doit non seulement maîtriser le domaine juridique afférent aux entreprises, mais aussi avoir des compétences en économie. La dimension économique dans ce genre de dossier est omniprésente. Un avocat dans le domaine du droit de la concurrence peut jouer un rôle de conseil juridique auprès des entreprises dans leur stratégie commerciale et leur développement. À cet effet, il peut participer à la rédaction de contrats pour éviter tous les litiges possibles, protéger ses clients contre les activités illicites et anticoncurrentielles mises en place par leurs concurrents. Si besoin, il peut représenter son client devant l'autorité de la concurrence. Enfin, un avocat peut intervenir pour le compte d'un consommateur dans le cadre d'une procédure contentieuse contre une entreprise. Pour clore ces deux interventions, maître Laure Chatin estime qu'une formation spécifique délivrée aux avocats est recommandée. Celle-ci, sur place, peut être délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie, qui a déjà une expérience en la matière, l'UNC éventuellement, ceci toujours en relation avec l'autorité de la concurrence. Il s'agirait d'une formation théorique de 120 heures, comme il a été dit, avec des semaines de séminaire. Pour conclure, la concurrence, elle est bonne pour les prix, pour la qualité des produits, pour la création d'emplois et pour la croissance économique. La concurrence, elle est aux antipodes de la loi de la jungle. C'est un ensemble de règles interdisant les ententes et les abus de position dominante. Ces pratiques qui privent tous les consommateurs, mais aussi bien souvent les entreprises, à commencer par les PME, du bénéfice de produits et de services de qualité au meilleur prix. C'est aussi une institution indépendante, certes consultative, mais le pouvoir consultatif, c'est le pouvoir juridique de savoir et de faire savoir. L'autorité de la concurrence veille au respect des règles du jeu avec l'objectif qu'in fine, les entreprises donnent le meilleur d'elles-mêmes pour innover, produire et en définitive générer de la croissance économique. C'est en somme un outil contribuant au dynamisme économique au profit de tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Robert pour cette excellente synthèse. Je pense que tu n'as rien oublié de l'essentiel de nos interventions.